Bonsoir à tous, le constat est là, nous sommes le deuxième peuple le plus pessimiste au monde. Quel est notre problème avec l'optimisme? On va se poser la question ce soir dans Droit de Suite. Pour commencer, à la recherche de l'optimisme, un documentaire qui cherche à comprendre ceux et celles qui préfèrent toujours les verres à moitié pleins à ceux à moitié vides. Existe-t-il pour chacun d'entre nous une formule magique pour voir la vie en rose? Faut-il croire au pouvoir de la politique, de la science, de la foi pour un futur meilleur? Au gré de rencontres et de témoignages, ce film, vous allez le voir, cherche les réponses et offre au final comme un bol d'air. Bon doc, et je vous retrouve juste après avec sa réalisatrice Blanche Cabanel, les députés Laetitia Avia et Mathilde Panot et le communicant Thierry Saucé pour tenter de comprendre notre problème en France avec l'optimisme. Je m'appelle Blanche. Je suis née et je vis dans le second pays le plus pessimiste au monde, la France. Comme plus de 80% des Français, je n'ai pas confiance en l'avenir. Mais peut-on vraiment être optimiste quand chaque jour, les médias nous abreuvent de mauvaises nouvelles, de tragédies, de catastrophes? Jeudi, ils sont 3000 à avoir traversé la frontière. Impossible pour le moment de savoir ce que sont devenus leurs occupants. Pour mon fils, pour les prochaines générations, l'optimisme sera pourtant indispensable pour avancer. Il paraît que c'est une compétence, une discipline qui s'apprend. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allez, c'est décidé. Pour lui, je vais partir à la recherche de l'optimisme. La dernière fois que je l'ai croisé, c'était sur les Champs-Élysées en 1998. Quand la victoire des Bleus refit vibrer la nation tout entière. By Dr. King. He sums up a day at the Capitol. Découvrir l'optimisme, vaste programme. Ma quête du Graal commence avec le professeur Martin Seligman, pionnier de la psychologie positive. Son livre ressemble à tous ses ouvrages qui surfent gaiement sur la vague du bien-être. Mais une phrase retient mon attention. Et si l'individu le plus doué échouait en raison de son pessimisme? D'après Seligman, l'optimisme serait la condition du succès. Il favoriserait non seulement l'épanouissement relationnel et affectif, mais aussi la performance au travail, donc l'ascension professionnelle. Cette capacité à positiver serait même un gage de santé et de longévité, avec pas moins de 20% de vie en bonus. Les individus les plus optimistes auraient plus de facilité à se remettre des épreuves de la vie et à les surmonter. Mais jusqu'à présent, pour moi, l'optimisme, c'était surtout ça. Un doux rêve et un léger manque de réalisme. D'ailleurs, le test de personnalité de Seligman confirme que j'ai une fâcheuse tendance au pessimisme. Mais je ne suis pas la seule. D'après un sondage réalisé en 2015 par Gallup, sur 65 pays, les Français sont vice-champions du monde du pessimisme, juste derrière les Italiens. Vive la France! Voilà un homme qui s'y connaît en optimisme. Grâce à lui, je vais peut-être enfin comprendre le monde merveilleux de ceux qui voient la vie en rose. Professeur de psychologie positive, auteur et conférencier,
Philippe Gabillet a fondé la Ligue des optimistes de France. J'aimerais bien savoir ce qu'il pense de cette citation du philosophe Alain. Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. C'est pas faux dans le fond. Mais alors surtout, la grande différence entre les deux, c'est que un optimiste est persuadé qu'avec l'action, on peut quasiment tout. Le pouvoir de l'action, l'impact de l'action sur le monde. Et c'est vrai que parfois, les pessimistes doutent. Ils doutent que, dans le fond, on ait vraiment des marges de manœuvre. Ils doutent qu'il y ait des solutions qui existent vraiment. Avec parfois une dimension, comment est-ce qu'on pourrait dire, un peu esthétique, qu'on appellera le cynisme. Se délecter des malheurs du monde en disant de toute façon, voilà, tout ça est bien fait pour nous. L'être humain est fondamentalement mauvais, il a détruit cette terre dont il avait hérité, etc. Enfin bon, le cynisme peut après être quelque chose qui sera aussi tout à fait destructeur. La défense des pessimistes, c'est de dire qu'ils sont réalistes, en fait. Oui, mais imaginez quelqu'un qui voudrait vivre sa vie uniquement en mode réaliste. Renoncer à toute illusion, renoncer aux rêves, renoncer à la folie des désirs parfois déraisonnables. Mais je trouve que c'est un gâchis, vous voyez, par rapport à la force de création de la nature humaine. Franchement, l'imprimerie, c'était un truc de fou. Partir découvrir les Indes en ignorant qu'on allait découvrir l'Amérique, c'est un truc de fou. Décoder le génome humain. Et on dit, mais attendez, mais c'est de la science-fiction, c'est plus que Jules Verne. Or, le futur a toujours été surprenant. Les optimistes sont des grands parieurs, et parier, c'est accepter de perdre. Ah oui, parce que la vraie vie, c'est ça. Et la caractéristique des gens qui ont beaucoup gagné, c'est qu'avant, ils ont souvent perdu beaucoup, et souvent. Mais comme par hasard, celui qui gagne, c'est très souvent celui ou celle qui se décourage en dernier. Mais chez les Français, le découragement est un sport national. Rares sont ceux qui tentent leur chance coûte que coûte. Alors comment faire évoluer nos mentalités? Chaque année, certains y réfléchissent très sérieusement au Printemps de l'optimisme, un événement qui réunit le lobby de la positive attitude. Il nous arrive d'arriver dans les médias pour parler d'optimisme et on nous dit non, mais attendez, vous croyez où ici là? Vous êtes un Américain, vous, hein? Ici, on est en France, quoi. 8 des 10 nations les plus optimistes du monde sont riveraines du Pacifique. 8 des 10 nations les plus pessimistes du monde sont en Europe. Si nous sommes pessimistes, c'est parce que nous sommes conscients de nos privilèges. Nous avons la conscience que nous allons, malgré 13 millions de pauvres, 130 000 personnes dans la rue et la faim qui tenaille un certain nombre de nos concitoyens, nous avons le sentiment que nous n'allons vraiment pas si mal, que nous sommes extraordinairement privilégiés. Et nous sommes pessimistes parce que nous pensons que ça ne va pas durer. Regardez le sondage que nous avons fait réaliser par Opinionway, notre partenaire, et qui est extraordinairement significatif. Il pointe les causes du pessimisme hexagonal. Persistance du chômage, médias anxiogènes, absence de vision des hommes politiques, peur du déclassement social, s'ajoute à notre côté naturellement râleur et exigeant. L'étude souligne aussi un paradoxe typiquement français. Une courte majorité, 57% des Français sont optimistes en ce qui concerne leur propre avenir. En revanche, ils sont seulement une minorité, 35%, qui sont optimistes en ce qui concerne l'avenir de la France. Donc il y a ce découplage entre le côté individuel, personnel, dans lequel les gens sont très optimistes, et puis l'avenir de la France avec un pessimisme qui est majoritaire et qui est beaucoup plus marqué. C'est encore plus le cas quand on passe de l'avenir de la France à l'avenir du monde ou à l'évolution du monde, avec là des niveaux de pessimisme qui sont très élevés.
On a toujours vécu avec des tremblements de terre, avec des guerres, avec des famines, avec des épreuves, avec des conflits, avec des meurtriers, etc. Donc il ne faut pas penser que notre époque est beaucoup plus grave, si vous voulez, qu'il se passe des choses beaucoup plus graves qu'avant. Au contraire, on sait qu'il y a beaucoup moins de meurtres et d'homicides aujourd'hui qu'il y a 100 ans. On guérit de bien plus de maladies. On meurt plus d'une rage de dents ou d'une appendicite. Donc voyons le côté positif. Simplement, les médias, évidemment, qui n'existaient pas avant, répercutent tout ce qui va mal dans le monde. C'est une illusion. C'est-à-dire qu'en fait, par les médias, on a le spectacle médiatisé de tout ce qui va mal dans le monde. Mais il y a beaucoup de choses qui vont bien dans le monde et qui vont plutôt mieux qu'avant. Alors pourquoi les Français sont des râleurs insatisfaits ? Je pense que c'est notre côté un peu révolutionnaire, où on a quand même un des peuples qui a fait une des premières révolutions, et donc on a construit notre modernité sur une critique assez radicale. Notre fierté tient aussi au fait qu'on est capable d'avoir une dénonciation, une capacité de se révolter. Et je pense que ça participe à notre côté râleur, c'est-à-dire que finalement on a envie que les choses puissent bouger, et qu'on sait qu'on peut les faire bouger en protestant. On est protestataire. La protestation, c'est quand même l'inverse du défaitisme, finalement. Oui, on n'est pas défaitiste. C'est pour ça que je dis on est protestataire, mais pessimiste. C'est-à-dire que à la fois on proteste parce qu'on veut changer les choses, mais comme on est pessimiste, ça peut conduire des fois à l'absence de recherche de solutions. Et si le pays des Lumières broie du noir, c'est un peu la faute à Voltaire, comme dit la chanson. Traumatisé par le tremblement de terre de Lisbonne de 1755 et par les horreurs de la guerre de 7 ans, il rédige Candide ou l'optimisme, un conte philosophique et quelque peu sarcastique qui vise à ridiculiser les thèses optimistes du philosophe allemand Leibniz. Alors que le fatalisme est devenu le grand sujet du siècle, Leibniz soutient l'idée que Dieu a créé le meilleur des mondes possibles. Voltaire imagine alors Candide, un personnage d'une grande naïveté, soudain confronté à la réalité. On a vraiment une histoire particulière entre la France et le pessimisme, et je pense que c'est vraiment Voltaire qui est un des acteurs principaux. Puisque Voltaire, qui participe déjà à cet héritage d'une pensée critique et très rationnelle qui vient de Descartes, lui va plus loin parce qu'il se moque des optimistes. Il se moque de Leibniz avec tout va mieux dans le meilleur des mondes possibles. Et donc il fait finalement du pessimisme une forme de lucidité intelligente et de l'optimisme une forme d'imbécilité naïve. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les intellectuels, s'ils veulent être un peu audibles dans le monde médiatique, dans l'intelligentsia parisienne, il faut dire tout va mal. Et tout ira encore plus mal. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'il est intelligent ? Nos élites seraient donc elles-mêmes pessimistes. Les hommes politiques portent-ils la responsabilité de la sinistrose bleu-blanc-rouge ? Je dirais que les hommes politiques, ils sont pessimistes ou optimistes selon ce qui les arrange au niveau du calendrier électoral. Maintenant, là où il y a un pessimisme lié aux politiques, c'est que les gens sont désabusés par le politique français, avec le sentiment que finalement les hommes politiques n'ont aucune prise sur la réalité, qui font des promesses qui ne tiennent jamais, que personne n'arrive à réformer la France. Et là, c'est vrai qu'on a un vrai problème qui tient à la fois au personnel politique, c'est-à-dire peut-être à la médiocrité des hommes politiques ou à leur ambition personnelle qui passe avant l'intérêt commun, mais qui tient aussi au fait qu'il y a de moins en moins de décisions qui se passent à l'échelle nationale. La plupart des décisions se passent à l'échelle internationale. Il me semble pourtant que la France a connu des temps plus enthousiastes. Alors quel a été notre dernier sursaut d'optimisme ? Je pense qu'on a vécu une belle période d'optimisme dans les années 60-70. Et puis les choses ont commencé à changer. Je pense essentiellement avec les chocs pétroliers. Et puis ensuite, toutes les crises qui ont suivi, qui fait que les Français ont commencé à avoir un déclin. Et ça ne cesse de s'accélérer, où on a perdu cet optimisme qui était celui des années 60 et de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70. Moi, j'aurais dit la Coupe du Monde 98. Oh, mais c'était une bulle. Il est peut-être temps de réapprendre à rêver, de se remettre la tête dans les étoiles. Et j'ai trouvé un spécialiste en la matière. Médecin généraliste spécialisé dans l'aérospatiale, instructeur sur des vols en apesanteur, sur 100 candidats, il est aussi le seul Français sélectionné par Mars One. Un projet inouï de voyage interplanétaire, direction la planète rouge.
J'ai un rêve qui prend beaucoup de place depuis ma toute petite enfance. À 5 ans, je voulais devenir astronaute et ce rêve est régulièrement revenu et m'a régulièrement enthousiasmé et fait vibrer. À 20 ans, je trouvais que pour notre génération, il n'y avait rien de plus important que les futures missions habitées vers Mars et le développement d'une civilisation interplanétaire. Et je le pense encore aujourd'hui. Et je suis candidat au programme Mars One, qui est un programme très ambitieux de première mission habitée vers Mars d'ici les 15 ans à venir. Mais le coût faramineux du projet implique un voyage sans retour. Une idée folle. Ça n'a pas réussi à me dissuader. En effet, c'est comme tout le monde. Tout le monde, évidemment, peut porter un jugement. C'est quelque chose qui peut heurter, évidemment, le fait de penser à un aller simple. C'est évidemment un peu plus compliqué que ça. Il y a une dimension de complexité derrière. Mais à première vue, c'est quelque chose qui choque et c'est légitime. Moi, je suis allé un peu au-delà de tout ça parce que je suis passionné par ça depuis 20 ans et que j'y ai longuement réfléchi. Il y a probablement des partisans du « je pars pour survivre puis vivre là-bas ». Et puis, il y a aussi des partisans de projets plus articulés puisque on pense linéaire, mais le futur est souvent invraisemblable et évolue de façon relativement exponentielle dans certains secteurs comme notamment la technologie. En éternel optimiste, Jérémy Sagi reste persuadé que d'ici 15 ans, des avancées technologiques permettront un retour sur Terre. J'ai une confiance là-dedans, très forte. Je suis persuadé que dans une quinzaine d'années, toutes ces problématiques-là se seront vraiment reconfigurées et que les choses vont évoluer très vite. La probabilité que je participe au premier groupe est très faible, elle est non nulle. Quand on est résolument optimiste, finalement, on arrive à avoir confiance dans cette possibilité-là. Et peu importe celui qui foulera le sol de Mars, je pense qu'il faut qu'on s'y prépare dès maintenant, qu'on se donne les moyens tous ensemble d'apprendre à vivre sur une autre planète. Et c'est quelque chose que je veux vivre de près ou de loin, mais le plus intensément possible. La vie sur Mars tient à un fil. Et là, il faut être optimiste parce que est-ce que l'homme sera capable de s'adapter à ce qui est inédit, c'est-à-dire un isolement tellement extrême que la Terre n'est plus visible, notre berceau n'est plus visible du tout pendant la majeure partie du voyage et ensuite est un petit pixel bleu dans le ciel orangé. Ça, c'est inédit d'être à ce point éloigné de notre planète rassurante, d'être à ce point confronté à cette solitude, mais en même temps cette promiscuité puisqu'il s'agit d'équipage et de devoir justement résoudre des problèmes quelquefois seul, avec un délai de communication avec la Terre qui peut aller jusqu'à 40 minutes pour avoir la réponse. Et donc c'est une vraie question. Soit on est optimiste et on pense que l'homme et son ingéniosité est capable de s'adapter, soit on pense que non, et pour l'instant, il faut l'éprouver pour savoir qui a raison. Plus j'y réfléchis, plus je m'aperçois à quel point je suis optimiste, mais c'est plus un optimisme de but que de chemin. Je m'attends à ce que le chemin soit souvent très difficile, mais qu'on va y arriver. L'optimisme pourrait donc nous conduire jusqu'à la planète Mars. Mais en attendant, dans la vie d'un être humain lambda qui a une activité bien terrestre, en quoi l'optimisme peut-il être un atout ? Il y a un lien fort entre l'optimisme et la performance professionnelle. En 1986, l'entreprise Metropolitan Life d'assurance décide de recruter 5000 vendeurs, principalement sur des critères d'optimisme. Un an plus tard, on s'aperçoit que ces vendeurs optimistes sont plus en capacité d'appeler leurs clients, de rebondir en cas d'échec et ont des taux de vente supérieurs de 20% aux pessimistes. Et 2 ans plus tard, une surperformance de 60% par rapport aux pessimistes. Leur niveau d'optimisme était tel que ça incluait derrière un niveau de persévérance par rapport aux difficultés, aux échecs incroyables. Et au bout du compte, c'était ces super optimistes moyennement compétents qui, au bout du compte, sur la longue durée, avaient obtenu les meilleurs résultats en développement de nouvelles affaires et en réussite économique, quoi. L'optimisme devient de plus en plus un critère de recrutement. On cherche des gens qui sont suffisamment optimistes pour oser faire des erreurs. Parce que oser faire des erreurs, c'est 1, innover, et 2, éviter qu'un jour, toutes ces petites erreurs qui ont été ignorées se rassemblent en une seule, qui crée un crash aérien ou une collision d'un train. Un optimiste aujourd'hui en entreprise est un inspirateur d'énergie. Donc effectivement, l'optimisme va continuer
à faire évoluer le monde, et il sera de temps en temps un peu ralenti ou régulé ou remis les pieds sur terre par le pessimisme, mais fondamentalement, l'énergie vitale, l'énergie de progrès, l'énergie de civilisation a toujours été, et encore aujourd'hui, et restera demain l'optimisme, à condition qu'il soit simplement un tant soit peu lucide, intelligent et équilibré. Au cours de mes recherches, je découvre Tali Sharot, neuroscientifique américaine. Selon elle, nous sommes tous programmés pour l'optimisme. Inconsciemment, nous aurions tendance à surestimer notre bonne étoile et nos capacités. We underestimate our likelihood of suffering from cancer, being in a car accident. We overestimate our longevity, our career prospects. In short, we're more optimistic than realistic, but we are oblivious to the fact. Take marriage, for example. In the Western world, divorce rates are about 40%. But when you ask newlyweds about their own likelihood of divorce, they estimate it at 0%. C'est ainsi que l'homme préhistorique a eu la riche idée de se lancer à la poursuite du mammouth plutôt que de rester terré dans sa grotte. Que chaque matin des milliards de gens se lèvent alors qu'ils sont au courant qu'ils finiront bien par mourir. Que certains tentent toujours leur chance au loto. Ah oui, je serai la gagnante. J'attends le gros lot, je fais comme tout le monde. Que d'autres pensent que fumer tue, mais surtout leurs voisins. Et que chacun se croit meilleur conducteur que les autres, ce qui est statistiquement impossible. Bref, l'optimisme serait déjà en nous. Il suffirait de l'activer à bon escient. Effectivement, à la naissance, vous et moi, on est optimistes. La preuve, quand on a appris à marcher, on n'a jamais renoncé. On n'a pas un enfant qui, à un moment donné, arrête d'essayer de marcher parce qu'il y a une instruction en lui, une instruction, j'allais presque dire, d'optimisme inconscient, et que tant que vous ne savez pas marcher, tant que vous n'avez pas réussi à rentrer en interaction avec les autres et à parler, vous ne lâchez jamais le morceau. La nature humaine est faite de contradictions et de paradoxes, et c'est là, dans la combinaison du cerveau gauche très rationnel, syntaxique, logique, et de ce cerveau droit, créatif, intuitif, qui est quelque chose qu'on éteint souvent dans le formatage qu'on traverse en étant à l'école et puis plus tard en devenant expert. Il faut vraiment ne pas oublier cette part artistique, créative qu'on a tous en nous, intuitive. Et c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu trop souvent quand on est uniquement raisonnable. Alors, il existe dans le monde plusieurs légendes assez proches les unes des autres, plusieurs contes autour d'animaux optimistes et pessimistes. On raconte que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes deux dragons, par exemple, qui cohabitent depuis toujours. Ces deux dragons se battent en permanence, ce qui explique nos changements d'humeur, la façon dont nous abordons le monde. Mais ils se battent, ils se battent, ils se battent. Le problème, c'est que ces deux dragons sont de force égale, de rapidité égale et d'intelligence égale. Alors, comment faire pour qu'il y en ait un qui gagne, celui qui nous intéresse le plus, bien sûr, qui est le dragon optimiste? Et la légende dit que le seul qui a une chance de gagner, c'est celui que nous, on va décider de dresser. Et la question, c'est de se dire, est-ce que moi, au quotidien, j'apporte plutôt à manger à mon dragon optimiste, ou est-ce que, hélas, parfois, j'apporte davantage à manger à mon dragon pessimiste? Au-delà des légendes, j'imagine que toute personne animée par une foi sincère, portée par une forme de transcendance, est mieux prédisposée à l'optimisme. Je me demande si la religion, la spiritualité, sont réellement des boosters de confiance. La définition théologique de la foi, vous savez, c'est la confiance sans garantie. C'est vrai, l'optimisme a une espèce de confiance dans le monde et dans le mouvement du monde, même si on n'en est pas sûr à 100%, une confiance sans la garantie que ça fonctionnera, et on retrouve notre histoire de Paris. Je pense qu'il y a un lien très fort entre la confiance et l'optimisme. Tous les optimistes ont un point commun, c'est qu'ils ont confiance. Ils ont confiance dans la vie, ils ont confiance qu'il y a des solutions, ils ont confiance dans l'être humain, ils ont confiance en eux, et ils se disent,
on va pouvoir avancer, trouver des solutions aux problèmes. Et ça, évidemment, il est évident que la foi apporte de la confiance. Puisque les gens qui pensent que le monde a été créé par un Dieu entièrement bon, ça leur donne confiance dans la vie. Le fait de penser qu'il existe quelqu'un qui veille sur vous, etc., ça donne confiance. Donc je suis convaincu, oui, on le voit, on a fait des enquêtes sociologiques qui montrent que globalement les croyants qui sont fortement impliqués dans la foi sont plus optimistes et souvent plus heureux que les autres à cause de leur foi. S'en remettre à Dieu, croire en une vie après la mort par exemple, induit sans doute un regard plus serein sur l'existence. Pour en avoir le cœur net, je prends rendez-vous avec Monseigneur Gaillot. Laissez-moi votre message, que j'espère optimiste. Merci. Évêque d'Évreux jusqu'en 1995, il a brusquement été révoqué par l'Église à cause de ses prises de position et de sa médiatisation, ce qui, à l'époque, provoqua une grande incompréhension chez les catholiques de France. On lui attribue alors un évêché fantôme, perdu quelque part en Algérie. Depuis, Monseigneur Gaillot est toujours resté fidèle à son engagement auprès des plus défavorisés. Est-ce que les croyants sont plus optimistes que les non-croyants? Je crois, vous savez il faut d'abord croire en soi, croire en l'être humain. Si je ne croyais pas en l'homme, je ne croirais pas en Dieu. En tant que chrétien, pour vous, c'est quoi l'optimisme? L'optimisme, c'est l'horizon des choses terrestres, si vous voulez. Et de fait de vivre avec les êtres humains, avec une famille, avec des gens qu'on aime, c'est formidable. Mais l'espérance va plus loin, parce que tout ça, ça peut nous être enlevé. Je me rappelle quand il y a eu des victimes au Bataclan, cette terrible nuit, des familles que je connaissais ont demandé que je puisse faire l'enterrement. Et il y avait les 3 cercueils qui étaient là devant une foule, vraiment. Jamais vu cette église aussi bien remplie de monde, de jeunes, debout, partout. Et j'avais à parler à cette foule. Et je me suis dit, ils ont dansé leur vie, ces jeunes, ils ont dansé leur vie. Et je pense que leur message, c'est que nous soyons des vivants avant la mort. Est-ce que vous avez su rester optimiste quand vous avez été écarté de l'Église? Certainement. Je crois que j'ai gardé l'espérance parce que il faut rebondir, il faut dépasser l'obstacle. Je l'ai dit si souvent, je l'ai vu si souvent que je dis c'est ton tour. Je ne m'y attendais pas, mais je dis on va faire face. Et j'étais tellement environné à Évreux partout que j'étais porté par les gens. Et mon départ d'Évreux, c'était ma plus belle messe. Jésus est le pauvre, l'exclu, dans lequel nous nous retrouvons. C'est en lui, paradoxalement, que s'ouvre l'avenir et que s'enracine l'espérance. Et les gens m'ont aidé à dépasser l'obstacle. Et je les remercie. Pour vous, l'optimisme, ça dépend des autres? On a besoin des autres. Un jour, je prenais le métro à 1h de pointe, vers les 18h30. Il y avait tellement de monde que j'étais debout, je n'avais pas un point d'appui. Et selon les secousses du métro, je me reposais sur l'un, sur l'autre. Et quelqu'un qui m'avait identifié s'amusait de ma situation précaire. On descend à la même station, tous les deux, et j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, vous voyez, ce qui fait tenir debout un évêque, ce sont les gens. Ben c'est ça. Voyez. Tenir debout grâce aux autres, c'est aussi être avec eux. Monseigneur Gaillot est le président de Droits Devant, une association laïque qui défend les droits des travailleurs sans papier. Des immigrés principalement venus d'Afrique pour des raisons économiques, qui trouvent ici une solidarité inespérée, dans un parcours souvent interminable pour obtenir une régularisation et un peu de sérénité. Dans ce lieu d'échange, l'optimisme et l'espoir sont synonymes d'action collective. On veut que cette réunion soit faite au ministère du Travail. Parce que notre interlocuteur unique, c'est le ministère du Travail. Moi, je ne recule pas. Moi, personnellement, je ne décourage pas.
Il y a eu plusieurs rencontres au ministère, la lutte continue. Quelles que soient les difficultés, les obstacles, le parcours du combattant, si on reste sur place, on est foutu. Faut avancer. Et qu'est-ce qui permet d'avancer? C'est quand on est ensemble. Je suis sûr qu'un jour, vous aurez des papiers. Et quand vous les aurez, eh bien, on fera la fête. L'alchimie de droit devant, c'est à partir de détresse individuelle de construire une force collective. Et c'est tout ce travail qui est fait depuis des années et qui donne des résultats, puisqu'on n'a pas eu des défaites, loin de là. On a eu des belles victoires. Il y a eu énormément de camarades qui ont été régularisés par la lutte. On ne quitte pas le sud pour venir au nord avec la joie au cœur. C'est une immigration contrainte, forcée, qu'elle soit politique ou économique. Et la plupart d'entre eux prennent des risques absolument incommensurables pour passer les frontières. Donc, un sans-papier qui arrive en France a pris la décision en quittant son pays de laisser sa culture, sa famille, son environnement, ses traditions pour aller dans un pays souvent inconnu où ils vont se faire surexploiter par rapport au travail, etc. Et que c'est un risque énorme, et c'est une décision très très lourde de conséquences. Donc vous êtes parti du Sénégal pour arriver en Italie, puis la France. Et aujourd'hui, vous avez toujours pas de papier? Non, jusqu'à présent, j'étais rejeté plusieurs fois. J'ai fait une demande, j'étais rejeté plusieurs fois. La dernière rejetée, c'était en 2013. La vie en France, je voyais ça comme un rêve inaccessible. Donc, le niveau de vie, le niveau de culture, des instructions, les gens, comment ils vivaient et tout ça, on disait que c'est incroyable d'arriver à ce niveau-là. Mais franchement, depuis les 5 ans que je suis ici, c'est vrai que je rencontre plein de gens qui ont ce sentiment de pessimisme. Qu'est-ce que c'était votre plus grand rêve quand vous êtes arrivé en France? C'était juste pour travailler et pour gagner bien ma vie. Je pensais que j'allais avoir les papiers rapidement. Je pensais que c'était facile finalement. J'ai trouvé que c'était un peu dur. Je suis diplômée, je suis comptable et je suis condamnée à rester dans le service à la personne minimum 1 an selon la loi. Même si je suis régularisée, je peux pas travailler selon mes diplômes. Je savais que je vais galérer, c'est pas le paradis, je vais pas vivre dans le paradis ici en France. Je savais que j'ai beaucoup de choses, j'ai une bataille à mener pour réaliser tout ce dont je rêve. Bon, moi, je me retrouve finalement un immigré. Là, depuis 9 ans ici, c'est en France. Et ma fille qui a 10 ans, presque. Tellement maintenant, elle est grandie, à chaque fois, elle m'appelle au téléphone, on se parle au téléphone. Elle m'a jamais vu, quand même. Des fois, elle me pose des questions, mais comme c'est une petite fille de 10 ans, elle ne sait pas qu'est-ce qui est papier, Pour elle, peut-être c'est parce que je ne vais pas rentrer. Pour elle, c'est ça. Ouais, elle ne comprend pas. Si je vous dis que les Français sont un peuple très pessimiste, eux-mêmes ne croient pas en l'avenir, qu'est-ce que vous pensez? Ah là, je ne sais pas. Je pense que les Français croient à l'avenir quand même. Comment moi, Français, m'appelant Jacques Dupont, puis-je être désespéré alors qu'un Mohamed ou un Boubacar a réussi à obtenir ses droits en se battant jusqu'au bout? Parce que nous, on a vécu dans des pays qui sont plus défavorisables qu'ici. On n'avait pas beaucoup de choses comme tous les Européens ont. Nous, on a pu affronter beaucoup de dangers, beaucoup de... je sais pas, la vie est dure partout. Donc, si ces Français sont maintenant pessimistes, ils doivent chercher des solutions pour sortir de cette situation-là. Pourquoi ils sont pessimistes? Pourquoi ne pas changer la situation? Je pense qu'ils sont dans une situation là où ils s'en sortiront jamais. Et moi, je dis que c'est faux. Donc, tout dépend aussi de la volonté des gens. Et la galère, la souffrance, ça fait partie de la vie. Et on vit. Aujourd'hui, c'est comme ça, et demain, ça peut se changer. Tout c'est dans la main de Dieu, quoi.
Pour cela, on a toujours l'espoir. L'optimisme, c'est braver son propre destin, passer les petits obstacles ou franchir l'infranchissable, lutter contre soi-même, avancer à contre-courant, dépasser les limites du raisonnable, oser, comme les enfants insouciants qui se risquent, allant au-devant du monde. L'optimisme, c'est aussi narguer la douleur, défier la peur, parfois jusqu'à se surpasser. Philippe Croizon en est un remarquable exemple. Amputé des 4 membres suite à une électrocution, il a décidé de contredire le sort. D'abord en traversant la Manche à la nage, puis en s'autorisant tous les exploits. Mon premier défi, c'était de marcher pour les 50 ans de mariage de mes grands-parents. Après, il y a eu la traversée de la Manche, bien sûr. Et 2 ans après, relier les 5 continents à la nage. Et là, en 2017, être pilote sur le Dakar. Et entre-temps, des sauts en parachute, de la plongée sous-marine. Enfin, tout ce qui fait que je suis vivant, quoi. Que je me sens vivant. Pour vous, c'est quoi l'optimisme? Le fait de croire en soi et de dire j'ai un objectif, où 99% des gens vont dire mais non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça mon gars. Tu peux pas être pilote dans une voiture de course, tu peux pas traverser la Manche à la nage, t'as pas de bras et pas de jambes. Mais moi j'y crois. Et je monte une équipe, même si 99% des gens me disent c'est pas possible, je monte une équipe et on va à l'objectif où tout le monde dit c'est pas possible. Et moi je dis que tout est possible. C'est peut-être ça d'être optimiste. Est-ce que rien ne peut vous décourager? Vous n'avez vraiment pas de limite? Je dirais que j'ai quelques limites quand même. Mais quand je veux mener une aventure, j'ai pas de limite par contre. Quand je mène une aventure, le doute il commence dès le premier jour, dès la première minute. Le doute il est là. Mais le renoncement, non. Il y a un obstacle, on va réfléchir, on va trouver des ingénieurs, on va trouver des gens compétents, mais on va y aller. C'est sûr et certain, on va y aller. Enfin moi, mon mode de fonctionnement, c'est j'ai d'abord une idée, après j'ai les infos, j'ai peur, mais c'est trop tard. L'aventure est lancée, il faut y aller. Et après, il y a le jusqu'au boutisme. Quand je traverse la Manche, à la fin, c'est dantesque, c'est dangereux. Quand je traverse le détroit de Bering, je suis en hypothermie, je risque ma vie, mais il faut aller au bout. Je peux pas m'arrêter. Voilà, c'est peut-être ce côté-là qui est un peu dangereux avec moi, c'est qu'il faut vraiment aller au bout, quoi. Et je dois mener mon aventure. Et après, je suis pas un surhomme. Bien sûr qu'il y a de temps en temps, je craque. Ça fait du bien même. J'en ai besoin. J'ai besoin de chialer un bon coup. S'il n'est pas un surhomme, je me demande où Philippe Croizon puise la force mentale pour affronter chaque obstacle, chaque épreuve. La confiance. La confiance que les gens vous ont accordée. Mon entraîneur, mon préparateur physique, le kiné, tous ces gens-là. Et quand vous êtes malade, vous n'êtes pas bien, tu dis, hé mon gars, tu peux pas te décevoir toi. Tu peux pas décevoir tous ceux qui t'ont fait confiance. Alors nage mon gars, va au bout, continue. C'est ça qui m'a amené au bout, ouais. Franchement. C'est la confiance que les gens m'ont accordée. À la base, quand j'ai voulu traverser la Manche à la nage, j'imaginais pas que j'allais me surpasser à ce point-là. J'imaginais pas que ça allait être aussi dur. Et après, quand vous êtes dans l'entraînement de haut niveau, vous le faites au jour le jour. Vous demandez même à votre entraîneur de pas vous donner votre planning d'entraînement. Pour pas être dépité, pour pas craquer, quoi. Et quand vous arrivez le matin, elle te dit, bah, aujourd'hui, tu nages 3 heures. Vous arrivez le lendemain, elle dit, c'est 5 heures. Et un jour, vous arrivez, elle vous dit, c'est 9 heures dans le bassin de 25 mètres. Et quand vous nagez pendant 9 heures, vous devenez juste dingue. Vous oubliez, vous existez, vous tournez en rond pendant 9 heures dans un bassin de 25 mètres. Vous devenez un poisson rouge. Donc, se surpasser, non. C'est après que je me suis rendu compte, après la traversée de la Manche, en recevant plein de messages, que je me suis rendu compte qu'effectivement, ça envoyait des messages forts à d'autres personnes. Après, quand je pars sur le Dakar, je me dis, ouais, ok, je vais être pilote, mais je m'attends pas à ce que le Dakar soit aussi violent, quoi. Aussi difficile que ça. Des heures et des heures de pilotage, 66 degrés dans l'habitat, 80% d'humidité. Et ouais, après, ça devient du dépassement de soi pur et dur. Mais j'ai eu la chance, entre guillemets, de connaître le centre de rééducation. Donc de connaître déjà le dépassement de soi. Donc je sais ce que c'est. Très souvent, on me pose la question, si on vous redonne vos bras et votre jambe, est-ce que vous retournez à votre vie d'avant? La réponse est non, j'aime ma vie d'aujourd'hui, j'en ai fait quelque chose. Je l'aime profondément. C'est vrai qu'il me manque 4 morceaux. Mais c'est vrai que mon handicap, excusez-moi, mais il m'embête au quotidien. Il y a des trucs que je peux plus faire à cause de lui, mais grâce à lui,
j'ai fait des trucs de dingue. Alors le déclic de la résilience, il est arrivé assez vite avec la naissance de mon petit garçon, Grégory, qui est né 2 mois après l'accident. Quand je me réveille, il est arrivé au monde en même temps que moi. J'aime bien dire ça parce que c'est vraiment la vraie... L'ancien Philippe est mort le 5 mars 94 et il y a eu un nouveau qui est né 2 mois après, qui est arrivé au monde. Et mon petit bébé est arrivé en même temps que moi. Et là, ça a été mon déclic, ouais. Ça a été mon déclic de dire, ouais, je vais être là. Même si je suis un papa comme ça, je peux encore dire, va ranger ta chambre. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de vivre, ouais. J'ai décidé de vivre quand mon petit bébé est arrivé au monde, j'ai dit, allez, on va y aller, on va se battre. Qu'est-ce que vous pensez du fait que la France soit un des pays les plus pessimistes au monde? C'est triste, le fait que, mais enfin, je sais pas, mais c'est juste incroyable, quoi. On est un des plus beaux pays du monde. On est un des pays où le tourisme est assez extraordinaire. On est un des pays les plus visités au monde. Et nous, le peuple français, on est pessimiste. On est triste, mais triste de quoi? Triste de quoi? Ok, ceux qui sont au chômage, je comprendrai. Ceux qui sont en situation de handicap, ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté, d'accord. Ok. Là, qu'ils soient pessimistes. Mais franchement, celui qui a un job, qui a une maison, juste, à tous ceux qui nous écoutent ce soir, ou qui nous écoutent quand vous rentrez à la maison tout à l'heure, arrêtez-vous 2 secondes. Avant de rentrer à la maison, arrêtez-vous 2 secondes. Et regardez ce que vous avez. Juste regardez ce que vous avez. Ces rencontres ont sans doute refaçonné le prisme de mes certitudes, rempli mon verre à moitié vide. Petit à petit, je découvre que toujours, partout, certains sourient à l'adversité. Ils savent remettre de la couleur dans la vie, faire la fête, même quand le ciel et l'horizon sont gris. Je sais maintenant que notre supposé pessimisme n'entrave en rien notre optimisme potentiel. Qu'il s'épanouit dans l'action, la projection, l'élan, celui de ne pas subir sa vie, celui qui fait naître de petits ou de grands projets. Je pense que même face à la mort, nous souhaiterons la meilleure fin possible. L'optimisme, c'est désirer jusqu'au bout, dans les meilleurs comme dans les pires moments. Milan Kundera écrivait « Je préfère vivre en optimiste et me tromper que de vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'avoir eu raison. » Une philosophie que j'aimerais à mon tour transmettre. Aussi fragile qu'elle soit, l'innocence des enfants peut certainement redonner le sourire à la France. Reste à les préserver du pessimisme ambiant. Alors je pense que les petits-enfants sont très optimistes. C'est-à-dire qu'ils sont très joyeux. Les enfants sont naturellement, spontanément joyeux et optimistes. Après, ils perdent l'optimisme. Et ils perdent la joie d'ailleurs. Et moi je le vois parce que j'ai fait des ateliers de philosophie avec des enfants entre 4 ans et 11 ans. Et je trouve que à 4, 5, 6 ans, ils sont très joyeux, optimistes. Et puis après, progressivement, je vois que la joie diminue et l'optimisme aussi. Parce qu'ils sont confrontés à la réalité des médias qui effectivement, comme pour les adultes, nous disent que tout va mal dans le monde. Et puis ils voient aussi les problèmes de la vie, que c'est compliqué, que leurs parents sont stressés, que leurs parents sont anxieux, qu'il y a du chômage, ils commencent déjà à 8-9 ans à craindre pour leur avenir. Et se disent ce monde est quand même difficile. Et comment ne pas les pervertir avec notre pessimisme? Il faut soi-même faire preuve de plus d'espoir et d'optimisme. Et là, je crois que l'impact du témoignage est déterminant. Toutes les paroles n'ont aucune importance sur les enfants. Ils ne regardent que le témoignage. Qu'est-ce qu'on vit? J'ai fait hier un atelier de philosophie avec des enfants dans une classe à Pantin, des enfants de 7-8 ans. Et on a parlé de l'amour. Et je les ai trouvés très pessimistes sur l'amour. Et la plupart disaient, mais l'amour c'est dangereux, l'amour ça fait peur, parce qu'après on est trahi, parce qu'après on divorce, parce qu'après... Et là je me suis dit, les enfants déjà à 8 ans, ils sont un peu désabusés, parce que ils voient les modèles de leurs parents, de leurs oncles et tantes, etc., où ils se rendent compte que la vie affective, l'amour amoureux, c'est très compliqué, que les gens s'engueulent tout le temps, qu'ils divorcent facilement. Alors pour protéger la confiance des enfants, Laure Reynaud a fondé Scolavie, un programme qui accompagne élèves et enseignants dans la pratique du bien-être à l'école.
Une expérience qui a pu voir le jour dans cet établissement privé. Ici, en CM1, l'optimisme est désormais au programme. On a découvert donc cette semaine une autre famille, qui est la famille de l'optimisme. Pourquoi faut-il être optimiste dans la vie? Donc même dans les mauvaises choses, on peut en tirer des bonnes. Très bien. Une autre idée? À chaque fois, il faut chercher le bon côté. Des fois, c'est très dur, mais on finit toujours par trouver. Notre école en France n'est pas la championne en matière du bien-être, ça c'est évident, et c'est assez criant. Et on connaît en France voilà, la succession des réformes de contenu, mais on ne s'attache pas finalement à la question essentielle qui pour moi est qui est au centre de l'école. C'est l'humain, l'enseignant, c'est l'élève, comment est-ce qu'il apprend. Et on a lancé dans cette école la première expérience en matière d'éducation positive. Ce genre d'intervention, de programme de bien-être à l'école, a des impacts positifs sur la confiance en soi, la créativité, l'engagement, la motivation, le bien-être, de meilleurs rapports avec ses pairs, un optimisme grandissant. Des enfants qui sont quelquefois introvertis, renfermés, qui n'ont pas confiance en eux, qui n'osent pas, qui sont intimidés. Comme il n'y a aucun jugement dans ce qu'on fait, la parole est libre. On écoute tout le monde, on comprend tout le monde. Là, ils s'ouvrent, ils se livrent et ils osent des choses. Pendant 10 minutes, vous travaillez en autonomie par groupe. À tout problème, une solution. Avec l'aide de ceux qui sont autour de toi, cherche la meilleure des solutions possibles. Alors, vous avez décidé de faire quoi? C'est une fille qui s'est bagarrée avec ça. Mais est-ce que vous partez de ce que vous avez vécu? Moi, je pense que c'est mieux. L'idée, c'est quand même de partir de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu, des problèmes peut-être qu'on a ressentis. Oui. Pour l'avenir, qu'est-ce que ça peut t'apprendre alors? J'ai appris un petit peu à mieux la connaître et à mieux la comprendre. J'ai été enseignante pendant 17 ans et j'ai dû effectivement quitter l'éducation nationale, c'est-à-dire démissionner, c'est-à-dire quand même renoncer à son diplôme, pour pouvoir réfléchir à cette question du bien-être à l'école. Puisque quand j'ai commencé cette réflexion il y a 5 ans, c'était quelque chose qui était très peu ou pas présent du tout en France. Les enfants, ils ont cette innocence et une confiance en la vie qui est quand même extraordinaire et en ce point-là, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Mais quand même, en 18 ans d'enseignement, j'ai pu noter surtout une grande augmentation de l'anxiété, du stress, peut-être une perte de confiance en l'avenir et en voyant et en côtoyant aussi les plus âgés, c'est quelque chose qui s'est confirmé. Mais en même temps, ces enfants, ils portent en eux tellement de richesse, tellement de créativité. Je me suis dit, est-ce que l'école finalement, de manière générale, est-ce qu'elle n'est pas en train de tuer un petit peu cette créativité, cette innocence et cette confiance en l'avenir? Est-ce que les adultes sont plutôt optimistes ou pessimistes? Pessimiste, à mon avis. Nicolas, dans la liste de tes envies, toi, tu as écrit ne pas être chômeur. Parce que déjà maintenant, j'ai pas des très bonnes notes, donc je suis pas sûre de... Ça t'inquiète pour l'avenir? Des fois. Je pense qu'effectivement, en France, on leur donne pas forcément confiance en eux. Et ça, c'est lié aux notes. Enfin, voilà, on va leur dire, ah ben, t'as eu 0 en dictée, t'es nul. Et l'enfant, toute sa vie, va se dire, ah ben, moi, je suis mauvais en français. Moi, c'est mon cas. Et j'ai été très mauvaise en dictée toute ma vie. On m'a mis des -20 pendant toute ma vie. Et ben, aujourd'hui, je peux vous dire, je suis mauvaise en français. Et que ce que je dis à mes enfants, regardez, bon, bah, je m'en sors quand même, j'y arrive. Et c'est vrai que je suis pas sûre que ça les aide à prendre confiance en eux et à avancer. Ces séances-là, c'est un grand moment de convivialité et de sympathie dans la classe. Je pense qu'ils pensent à autre chose que justement à la grammaire et aux mathématiques. Ils pensent à eux, ils pensent à leur qualité, ils pensent au bonheur, ils pensent à la vie, ils pensent à plein d'autres choses. Les enfants sont épanouis, heureux et puis ils apprennent différemment et apprennent de façon plus ouverte. C'était pas gagné d'avance, hein, c'était quand même complètement nouveau. Je pense qu'on a pour mission, quand on s'occupe des enfants, d'être optimiste. Enfin, on n'a pas que cette mission-là, mais je pense que c'est j'ai envie de dire, c'est quasi un impératif. Un devoir d'y croire. Si on ne croit pas en l'être humain, si on ne croit pas en leur potentiel, si on ne croit pas au fait qu'ils peuvent se développer positivement, harmonieusement, bah, j'ai envie de dire, il faut changer de métier, quoi. Mais ceci dit, il faut parfois lutter contre ces idées noires aussi. Mais voilà, je trouve que, non, c'est important, oui.
C'est bien parce que on apprend des choses de la vie. Et là, on est en train d'apprendre sur le thème de la confiance. Donc, c'est plutôt bien. Ça me rassure. À votre avis, est-ce que les petits canards vont tous réussir à monter? Oui. Allez. Ouf, les enfants de CM1 sont encore optimistes. Quant à moi, j'ai besoin d'un dernier conseil pour repartir du bon pied. Comment devenir quelqu'un d'optimiste? Quelle discipline doit-on s'imposer au quotidien? Moi, j'ai une conviction, c'est que le meilleur moyen, quand on n'est pas optimiste, de devenir optimiste, eh ben, c'est de faire semblant. Et au quotidien, de devenir un inspirateur de cette posture-là pour apprendre progressivement aux autres à fonctionner comme ça. Imaginez que, à partir de demain, d'aujourd'hui, avec vos enfants, vos amis, vos collègues, vous commencez systématiquement à regarder les points forts chez les autres, les points forts d'une situation, ce qui va bien, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, etc. On commence à devenir, vous devenez une experte du verre à moitié plein. En même temps, vous allez systématiquement à la recherche de vos marges de manœuvre. Où est-ce que je peux faire bouger les choses, même un petit peu? Où est-ce que je peux influencer? Et quand vous sentez que vous commencez à ruminer sur quelque chose auquel vous ne pouvez rien, allez, hop, on passe à autre chose, on arrête. Si vous ne pensez pas qu'au bout du compte, l'optimisme permet de mieux vivre avec les autres, eh bien essayez avec le pessimisme. Et on en reparlera. Rebonsoir et on prolonge ce documentaire ce soir dans Droit de Suite en se demandant avec un brin de provocation quel est le problème des Français avec l'optimisme, avec tout d'abord celle qui a réalisé ce documentaire que nous venons de voir, Blanche Cabanel. Bonsoir. Vous êtes donc auteur et journaliste, artiste aussi, impliqué depuis longtemps dans le milieu de la pop culture. Vous êtes d'ailleurs la chanteuse du groupe électropop My Dear, que chacun de ceux et celles qui nous regardent pourront écouter. Et nous allons donc reparler ce soir de ce qui est votre deuxième documentaire, ce à la recherche de l'optimisme que nous venons de voir à l'instant. À vos côtés, Laetitia Avia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche de Paris, mais vous êtes originaire de Seine-Saint-Denis et vous êtes avocate de profession. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce droit de suite ce soir. En face de vous, Thierry Saucé. Bonsoir. Bonsoir, communicant, conseiller en communication. Vous avez même dirigé pendant 2 ans le service d'information du gouvernement. C'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et puis, et surtout, ce soir, vous êtes le fondateur du Printemps de l'optimisme. On vous a vu aussi dans ce documentaire, interrogé à ce titre d'ailleurs par Blanche Cabanel dans ce film. Et puis, on vous doit également ce livre, entre autres, 50 bonnes raisons de choisir l'optimisme, disponible aux éditions Saint-Simon. Et puis également avec nous, Mathilde Panot. Bonsoir. Vous êtes députée La France Insoumise du Val-de-Marne. Après, vous êtes beaucoup investi dans la vie associative, notamment en quartier populaire, où on est beaucoup plus optimiste d'ailleurs que l'on veut bien le croire parfois. On pourra peut-être en reparler dans cette émission. Blanche Cabanel, pourquoi être partie à la recherche de l'optimisme ? J'ai été rédactrice en chef d'une web télé qui parlait des initiatives positives et dans un contexte difficile, je me suis aperçue que des gens se battaient tous les jours pour essayer de trouver des solutions. Et puis j'ai lu le livre du professeur Martin Seligman dont je parle dans le film et j'ai compris que l'optimisme pouvait être une compétence et que je pouvais l'acquérir, que les autres pouvaient l'acquérir. Donc j'avais envie de faire passer ce message parce que ça peut vraiment en fait changer la vie, que ce soit dans le privé ou dans son travail. Et donc je suis passée du stade de Calimero à Wonder Woman, on va dire. Donc il y a une forme de thérapie dans le film qu'on vient de voir, que vous avez tourné et écrit. C'est une quête personnelle au départ, mais c'est vrai que j'avais envie qu'elle puisse parler au plus grand nombre. Ce qui m'a bien plu, c'est qu'au début, vous dites, voilà, je fais partie des 85% des gens qui ne croient pas en l'avenir. Est-ce que à la fin de l'écriture de ce film, vous êtes devenu
plus optimiste? Oui, j'ai beaucoup changé sur le fait d'avoir l'élan de réaliser, de proposer des projets, d'avoir plus confiance en mes capacités. Mais je reste quand même pessimiste sur des grands sujets de société comme le réchauffement climatique, la surconsommation, les fanatismes divers. Donc voilà, il y a quand même des sujets sur lesquels je n'arrive pas à être 100% optimiste. Comme beaucoup de Français, d'ailleurs, c'est ce que nous a indiqué un sondage dont vous vous êtes servi dans ce documentaire, qui avait été d'ailleurs sondage réalisé par l'Institut OpinionWay pour le compte du Printemps de l'optimisme, je crois. Et voilà ce que disait ce sondage. Pointe les causes du pessimisme hexagonal. Persistance du chômage, médias anxiogènes, absence de vision des hommes politiques, peur du déclassement social, s'ajoute à notre côté naturellement râleur et exigeant. L'étude souligne aussi un paradoxe typiquement français. Une courte majorité, 57% des Français sont optimistes en ce qui concerne leur propre avenir. En revanche, ils sont seulement une minorité, 35%, qui sont optimistes en ce qui concerne l'avenir de la France. Donc il y a ce découplage entre le côté individuel, personnel, dans lequel les gens sont très optimistes, et puis l'avenir de la France avec un pessimisme qui est majoritaire et qui est beaucoup plus marqué. C'est encore plus le cas quand on passe de l'avenir de la France à l'avenir du monde ou à l'évolution du monde, avec là des niveaux de pessimisme qui sont très élevés. Alors voilà, Thierry Saucé, 2/3 des Français qui sont très pessimistes lorsqu'il s'agit d'évoquer l'avenir de la France, sont encore plus nombreux d'ailleurs à être pessimistes lorsqu'il s'agit d'évoquer l'avenir du monde, l'avenir de notre planète. C'est quoi le problème en France avec l'optimisme lorsqu'il s'agit de parler de l'avenir de notre pays, de notre projet de société ? Bon, je crois qu'il y a beaucoup de raisons historiques et culturelles qui expliquent le pessimisme français, mais il y a en plus un jeu de rôle des Français, ils en rajoutent. C'est-à-dire, si on veut bien réfléchir à cette question, c'est cette majorité heureuse dans sa vie personnelle et pessimiste sur le plan collectif, on s'aperçoit en réalité que les Français subliment la confiance dans la sphère de proximité, la famille, les amis, les proches, le local, et qu'ils dépriment volontairement la confiance dans la sphère collective. Volontairement Volontairement, parce que c'est un peuple râleur, parce que c'est un peuple exigeant, parce qu'ils en veulent, parce que c'est des enfants gâtés quelque part, et parce que quelque part il faut qu'ils puissent exprimer leur frustration, leur mécontentement, leurs revendications. Et donc je pense qu'il faut relativiser cet écart, parce que si vous voulez bien regarder, même par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le monde tel qu'il est aujourd'hui, regardez-le, jamais la chance de trouver des solutions au virus, à la famine, au sous-développement, même la mobilisation française et mondiale sur le réchauffement climatique, les problèmes sont pas réglés, je le reconnais, mais jamais ça n'est allé aussi loin dans notre histoire récente. Alors Mathilde Panot, là je vous ai vu sourire à ce que vient de dire Thierry Saucé. Vous faites pas la même analyse sur le pessimisme, l'important pessimisme lorsqu'il s'agit de parler de l'avenir de notre pays? Il y a quelque chose de positif qui peut être tourné sur cette étude, le fait de voir que justement au niveau du monde et de la France, les Français sont assez pessimistes. Oui. Nous, on a dit souvent dans toute notre campagne, on a dit on veut pas vivre dans un océan de malheur. Et c'est aussi reconnaître l'autre comme étant soi, vouloir vivre dans un monde et dans un pays en tout cas aussi riche que le nôtre, où il n'y a pas les 9 millions de pauvres, il n'y a pas des dizaines de milliers de morts dans la Méditerranée, les 250 000 réfugiés climatiques. Et moi, j'aime bien la phrase de Gramsci qui dit le pessimisme, allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté, parce que nous, on a des propositions de sortie positives, et c'est positif aussi que chacun se sente lié dans ce projet de société. Et à titre personnel, vous considérez être optimiste? Oui, ou pessimiste? Non, mais quand nous, on est en train de construire un projet, je suis optimiste de voir... Vous êtes optimiste de nature, comme on dit? Oui, je suis optimiste, mais mon état d'humeur ne changera pas toutes les choses que j'ai dit. Donc c'est un état d'esprit qui ne suffit pas à résoudre ces problèmes mondiaux. Il y a quelque chose quand même qui n'est pas dit dans le sondage, et j'ai lu une étude là-dessus, c'est que les Français sont quand même nostalgiques. C'est-à-dire, si on leur demande quelle est votre époque préférée, ils vont jamais dire le présent ni le futur. La plupart disent d'ailleurs dans les années 80. Donc il y a une difficulté des Français à se projeter vers l'avenir, et c'est aussi ça le problème. Et donc c'est difficile de faire des projets en France, de proposer des choses. C'est un pays qui pour moi n'est pas forcément toujours encourageant, ne donne pas toujours confiance, quelle que soit la classe sociale à laquelle on appartient. Et
donc voilà, ça c'est quelque chose qui apparaît pas dans le sondage et qui apparaît pas dans le film, mais que j'ai lu récemment et que je trouvais très intéressant, cette capacité à se projeter que les Américains ont. Mais ils donnent toujours un peu la seconde chance, on peut rebondir sur un échec, et en France, c'est pas le cas. Laetitia Avia. Moi, je pense que le mal qui ronge peut-être notre pays, c'est notre propension à regarder ce qu'il y a dans le jardin d'à côté, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir une difficulté à se satisfaire, à apprécier ce que nous avons, parce qu'on va regarder ce que l'autre a. Et c'est ça un des éléments qui crée ce pessimisme et qui fait que l'on voit toujours le verre à moitié plein, ou que l'on voit souvent les nuages dans ce ciel sans forcément voir derrière un horizon positif. Moi, ce que je retiens beaucoup de ce sondage, c'est que les Français manquent aussi de vision politique. Moi, je suis issue d'un mouvement qui a porté une vision positive et progressiste. C'est comme ça qu'on l'a définie. C'est comme ça que vous la présentez. Vous l'avez présentée à l'occasion de cette campagne présidentielle et législative. Exactement. Et on a pendant près de 9 mois avancé avec une vision, un projet pour la France, sans pour autant présenter de programme précis avec des mesures telles que cela a été attendu par les Français. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument d'abord commencer par présenter, où est-ce qu'on veut aller? Quelle France est-ce qu'on veut? Quelle place voulons-nous pour la France dans le monde aussi? Mais pardonnez-moi, pourquoi cette vision que vous avez proposée était, à votre avis, plus optimiste que celle qui était proposée par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, par exemple? Parce qu'elle était force de proposition, parce qu'elle voyait les éléments positifs de notre pays, parce qu'elle a voulu redonner une envie de France. Et c'est ce que nous faisons depuis qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République. C'est que nous œuvrons pour donner une envie de France. Donc lui, il incarnait l'optimisme. Il incarnait l'optimisme. Et d'ailleurs, on avait, durant la campagne, mené une opération que j'avais trouvée très belle, au moment du printemps. Penser printemps. Qu'est-ce que penser printemps? C'est souhaiter que le printemps arrive, souhaiter un renouvellement, souhaiter qu'une vision positive arrive pour notre société. Ce qui n'était pas non plus la vision de tous les candidats à la présidentielle. Il faut quand même le reconnaître. Alors ça, c'est intéressant. Vous répondez sur ce sujet parce que pour répondre, il y aurait des candidats plus optimistes que d'autres. Et en l'occurrence, l'actuel chef de l'État aurait été élu en partie sur une image d'optimisme, selon vous? Non, moi je suis pas d'accord. La campagne de Jean-Luc Mélenchon, elle a d'abord été marquée par un mot qui est le mot bonheur. Et ça, c'est extrêmement important de rappeler ça, de dire que les gens, ils veulent d'abord être heureux. Quand, par exemple, Emmanuel Macron, le président actuel, dit les jeunes veulent devenir milliardaires. Mais en fait, il faut pas individualiser les choses. C'est-à-dire que c'est pas, généralement dans notre société, on dit tu es pauvre, tu n'as pas d'emploi parce que tu n'as pas assez travaillé à l'école. Là, c'était intéressant dans le documentaire. Justement, il y avait cette idée que quand on était optimiste, on était plus efficace au travail. Mais nous, c'est pas là-dessus que politiquement on veut jouer. On veut pas individualiser ça. Nous, on veut savoir comment, dans un pays aussi riche, on peut refaire en sorte que tout le monde puisse vivre heureux, parce que c'est ça que les gens cherchent. Vous considérez que vous étiez plus utopiste dans le programme que vous proposiez que La République en marche, par exemple? En tout cas, nous, on a lutté contre la résignation et de dire que, comme ça se passe depuis 30 ans, ça doit continuer comme ça, sur le même modèle de pensée économique. Et nous, on dit il y a d'autres modèles de pensée qui permettent de sortir tout le monde par le haut. C'est-à-dire que nous, en termes de propositions... Ce qui est intéressant, c'est que vous proposiez en quelque sorte une rupture. Oui. Alors vous nous refaisiez peut-être un peu l'histoire de la rupture avec le capitalisme de Mitterrand. Alors, je ne sais pas, mais il y a eu comme ça des projets de rupture. Nicolas Sarkozy, alors dans une autre forme, proposait aussi une rupture avec ce qui avait été fait précédemment. On parle de rupture. Et François Hollande voulait livrer la guerre au milieu financier. Nous, on porte une transformation profonde du pays. Mais vous savez, l'optimisme, le pessimisme, c'est aussi... il faut s'intéresser ne serait-ce qu'au vocabulaire qui est utilisé. Quand nous portons une transformation du pays et que on va avoir... Je veux bien que vous parliez de bonheur, mais aujourd'hui, vous parlez de coup d'État social, de casse sociale, vous portez des manifestations qui sont des postures avant même d'avoir le contenu des éléments. On a des images portées par votre porte-parole. Ça vous paraît pessimiste de faire ce constat sur l'attente des Français? Ça vous paraît une attitude pessimiste? C'est une attitude extrêmement négative. Ah non, mais là, juste les flingues, je ne peux pas laisser passer, je suis désolée. Alors vous répondez, puis on voit un autre extrait de votre documentaire.
Non mais c'est quoi l'histoire des flingues là c'est Jean-Luc Mélenchon avec des flingues. Le porte-parole de la France Insoumise qui a fait un tweet. Je pense que ce tweet est quand même assez répandu, avec un flingue pointé sur les Français sur le coup d'État social. Ce tweet est retrouvable partout. Juste deux choses peut-être sur. Oui, et ensuite on voit un autre extrait qui va peut-être nous permettre d'avancer. La première chose, l'optimisme. C'est plus fait pour quand ça va pas que quand ça va bien. Il faut préciser cette idée-là. Quand ça va bien, vous pouvez même avoir des états d'âme. C'est quand ça va pas qu'il faut mobiliser davantage des énergies positives. Le premier parrain du printemps de l'optimisme qui est dans le film, Philippe Croizon, écoutez-le, sans bras ni jambes, qui a traversé la Manche, écoutez-le parler de la vie, du rêve et de l'espoir, et demandez-vous après ça, nous les Français, nos petites contrariétés, nos petites misères, qu'est-ce que ça pèse? Deuxième constat, il n'est pas politique l'optimisme, c'est fait pour tout le monde, mais il est objectif. La plupart des leaders politiques n'assument pas l'optimisme. Et au contraire, ils tiennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, y compris parfois ceux avec lesquels j'ai travaillé, ils ont peur que les Français ne comprennent pas du coup qu'ils savent aussi leurs galères et leurs difficultés. Et donc il y a un cercle vicieux des leaders politiques qui consiste en réalité à promouvoir cette espèce de vision négative. Et objectivement, Emmanuel Macron est le premier à avoir assumé clairement et à l'avoir expliqué. D'ailleurs, il est même vu au printemps de l'optimisme pour le dire. Donc un an avant sa campagne, on est bien placé. Et revendiquer son optimisme, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Absolument. Et diffuser au fond cette idée, voilà, que si on a tous envie de montrer ce qui marche en France, ce qui fonctionne, les entrepreneurs, les innovateurs, les traceurs, les associations, tous ceux qui tous les matins prennent des initiatives dans ce pays pour les autres, alors quelque part on créera un élan positif. Et quelque part, et je termine, on rapprochera le bonheur individuel des Français d'une espèce de force collective qui nous fera aller plus loin. Alors Mathilde Panot, c'est promis, vous allez bien sûr répondre, mais vous nous rappelez dans votre documentaire que nous sommes des protestataires. Et ça va peut-être nous permettre d'avancer un tout petit peu dans ce débat. Extrait de votre documentaire. Pourquoi les Français sont des râleurs insatisfaits ? Je pense que c'est notre côté un peu révolutionnaire, où on a quand même un des peuples qui a fait une des premières révolutions, et donc on a construit notre modernité sur une critique assez radicale. Notre fierté tient aussi au fait qu'on est capable d'avoir une dénonciation, une capacité de se révolter. Et je pense que ça participe à notre côté râleur, c'est-à-dire que finalement on a envie que les choses puissent bouger, et qu'on sait qu'on peut les faire bouger en protestant. On est protestataire. La protestation, c'est quand même l'inverse du défaitisme, finalement. Oui, on n'est pas défaitiste. C'est pour ça que je dis on est protestataire, mais pessimiste. C'est-à-dire que à la fois on proteste parce qu'on veut changer les choses, mais comme on est pessimiste, ça peut conduire des fois à l'absence de recherche de solutions. Blanche Cabanel, nous sommes protestataires, mais on a du mal, donc nous sommes grincheux d'une certaine manière de ce point de vue-là, mais ça peut être aussi observé comme comme de l'optimisme finalement, mais on a aussi du mal à trouver, à avancer des solutions. C'est ce qui est dit là. Vous avez, vous, une réflexion personnelle par rapport à ça, à ce côté protestataire du peuple français, et en quoi ça expliquerait qu'on soit vice-champion du monde du pessimisme? Moi, je pense que les Français seront toujours assez méfiants vis-à-vis des politiques. C'est surtout ça. Donc, ils sont méfiants à l'égard de tout le monde. Les médias, les banques, les organisations professionnelles, les partis politiques. Enfin, franchement, la liste est longue. Il n'y a que les associations et les ONG. Non, mais les Français veulent pas forcément être des moutons, c'est ça. Ils ont envie d'avoir leur mot à dire. Là, avec l'élection d'Emmanuel Macron, certains espèrent un renouveau et attendent de voir les résultats. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont 100% optimistes, parce que je pense qu'ils attendent pour juger. Et puis d'autres réagissent, comme c'est toujours le cas, et sont déjà dans la rue pour dire qu'ils sont pas d'accord. Mais pour moi, c'est pas forcément du pessimisme. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Frédéric Lenoir quand il dit que c'est du pessimisme. Pour moi, c'est justement agir. Et protester, c'est la marque de fabrique des Français, effectivement, mais ça a aussi amené parfois des résultats très positifs. Alors le fait d'être protestataire, ça vous l'incarnez assez bien avec la France Insoumise. Vous êtes
aujourd'hui l'opposition, en tout cas reconnue comme telle, la principale opposition, hein, les sondages le disent, mais enfin hier il y avait une opposition, une majorité, et ça a toujours existé l'opposition. Quand on est dans l'opposition, instinctivement, on a envie de se dire les opposants, ils sont par nature beaucoup plus grincheux que ceux qui sont au pouvoir, qui sont eux dans l'action. Comment est-ce que vous percevez les choses là? Non, moi je réfute complètement le terme que nous soyons des grincheux. Nous, on parle très régulièrement de retrouver le goût du futur. Donc comment est-ce qu'on peut vivre ensemble, remettre la politique comme la vie ensemble et pas comme une chose complètement déconnectée du peuple en général. Mais dans votre rôle d'opposant, il vous faut être contre, a priori, plutôt contre. Par exemple, donc sur les 522 amendements, si je me trompe pas sur le chiffre qu'on a fait, qu'on a déposé depuis qu'il y a le groupe de parlementaires de la France Insoumise, il y en a 300 qui sont des amendements propositionnels. Nous, on a fait 43 livrets thématiques détaillés en plus du programme. Donc, je pense qu'en termes de propositions, de sortie vers le haut, quand on parle de 6e République, de la règle verte, de sortir du nucléaire, de garantie dignité contre la pauvreté, etc., je pense qu'on a des propositions qui sont détaillées, justement. Donc on n'est pas juste... Pour être audible en tant qu'opposant, hein, et encore une fois, il y a eu d'autres opposants dans ce pays, évidemment, hein, sous la 5e République, on va pas refaire l'histoire. Il faut aussi faire des propositions, sinon on n'est pas audible. C'est ça la difficulté, il faut s'opposer tout en faisant des propositions. Mais on a toujours fait ça. Et contrairement, par contre, là où j'ai en gros désaccord avec ce que disait Laetitia tout à l'heure, c'est que la rue, ça fait aussi partie de la démocratie. C'est-à-dire que une des raisons aussi du pessimisme, ou si c'est aussi parce qu'on n'a plus de pouvoir sur notre vie. Quand vous votez une fois tous les 5 ans et qu'entre les deux, vous pouvez rien faire, que vous vivez dans un quartier comme mais vous avez entendu ce que disent les Français dans ce sondage, c'est-à-dire ils considèrent que vous n'avez plus de pouvoir, ni l'une ni l'autre, ou en tout cas beaucoup moins, et pas assez pour influencer sur leur avenir. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces Français? Regardez, en tant que parlementaire, il y a un article 40 qui ne nous permet pas d'engager des charges lorsque donc des dépenses, lorsque l'on fait des amendements. Donc on ne peut pas. Donc vous dites oui, on a une forme d'impuissance. Donc il y a des raisons d'être pessimiste alors? Non, il y a des raisons de dire qu'il faut une 6e République qui libère la politique de l'argent, c'est ça, que de donner une solution politique à ça. Ouais. Ce sentiment d'impuissance que la classe politique a pu rendre aux Français, cette image, ce sentiment d'impuissance qui vous rendrait moins populaire. Je ne le partage pas, bien évidemment, puisque je sors d'une année d'annonces et je me sens aujourd'hui en capacité enfin de faire des choses qui vont changer concrètement la vie des Français, de restaurer enfin le pouvoir d'achat, de faire que les familles issues des quartiers populaires qui sont les plus en difficulté et des zones rurales puissent vivre la dernière semaine du mois sans être forcément à découvert. Voilà. Quand je me lève le matin et que je me dis que je suis en train d'œuvrer pour cela, oui, forcément, ça me rend. Alors Thierry Saucier, le syndrome de la dépossession. L'opposant qui apparaît toujours comme un peu plus grincheux. Le syndrome de la dépossession d'abord, le syndrome de la dépossession qui marque une partie de l'opinion publique française. Nous avons perdu le pouvoir, il est parti ailleurs, l'État, l'Europe, la mondialisation, ce que vous voulez, ne disparaît pas. Nos représentants politiques en quelques mois. N'ont plus réellement le pouvoir, donc ils ne peuvent rien faire. Oui, mais ça c'est pas vrai. Évidemment, il y a du pouvoir encore. Mais ils ont ce sentiment, d'être dépossédés de leur destin. À partir de là, le débat démocratique, c'est évidemment qu'il y a une opposition, qu'il y ait une majorité et qu'on puisse discuter. Voilà. Une seule petite précaution, l'esprit critique français, pour des raisons historiques, est extraordinairement développé. Ça vient de la Révolution, de la lutte des classes, du rapport à l'État, dont les Français attendent qu'il les accompagne du berceau jusqu'au cercueil, sauf bien entendu quand ils reçoivent la note, du système éducatif français, enfin bon. Donc n'en rajoutons quand même pas trop, quoi. C'est-à-dire, oui, il faut qu'il y ait une opposition, voilà, mais que quelque part, elle fasse attention à ne pas passer sa vie à ajouter du défaitisme, du caractère anxiogène à ce pays qui a besoin, d'espoir. Et donc, il me semble que c'est pas simple. Comment être une opposition, parce qu'elle est nécessaire à la démocratie, mais en même temps, vous parliez tout à l'heure du bonheur, du futur. C'est pas ce qui domine aujourd'hui. Si je faisais un sondage demain matin auprès des Français, c'est pas ce qui domine dans la démarche de Jean-Luc Mélenchon. Vous répondez, Mathilde Panot. Je le paye si je me gourre. Ils mettront d'abord,
évidemment une forme de force, de violence, beaucoup plus que de bonheur et de futur. Hein. Sur la peur. Je le paye si je me trompe. Hein. Mais bon. c'est un excellent débat parce que justement, ça dépend à qui vous parlez. Parce que aux Français, un échantillon représentatif de Français. Exemple, hier, je vois une émission où quelqu'un était là dans soutien de Mélenchon, un sympathisant de Jean-Luc Mélenchon, et puis on lui dit vous êtes des violents, et il leur dit oui mais moi c'est Jean-Luc Mélenchon qui m'a ramené au vote. Et ben ça, le nombre de gens nous sommes le premier mouvement politique dans ce pays. Nous avons 500 000 personnes. Aucune force politique ne peut aujourd'hui réunir 150 000 personnes dans la rue qui, comme l'a souligné la préfecture, n'a pas été une manifestation violente. Il n'y a eu aucun incident. Ils l'ont noté, etc. Qui était une manifestation joyeuse. Ne donne que 30 000, quand même. Bon, c'est pas grave. C'est toujours comme ça. Même Libération a pointé ça. Mais bon, qui était une manifestation joyeuse, qui portait des propositions. Et moi, et c'est pas être grincheux que de dire que je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que vous aidez les Français quand vous enlevez les contrats aidés, quand vous enlevez 5 € d'appel. Vous savez très bien que ça revient. Vous savez très bien que ça vient pas de nous non plus. Donc, on peut pas de de ne pas avoir d'alternative politique qui soit une alternative politique de force aussi, ça désespère aussi des gens. Donc vous pouvez nous considérer comme une opposition violente si vous le voulez, mais nous avons toujours été une opposition pacifique et qui proposons des solutions pour sortir vers le haut et qui sont des solutions positives. Je voudrais souligner, parce qu'on oublie qu'il y a des oppositions. Il n'y a pas que l'opposition de la France insoumise, et il faut bien D'ailleurs, les remarques, les questions que je vous ai posées valent pour toutes les formes d'opposition. C'était ma forme d'interrogation. C'est justement là qu'il y a une différence. Opposant, on apparaît peut-être comme plus grincheux que les autres. Je vois une grande différence dans mon quotidien de parlementaire entre l'opposition fermée de la France insoumise vraiment et l'opposition qu'on peut avoir de gauche à droite. Moi, je vois les amendements de la Nouvelle Gauche qui sont des amendements qui partent du programme, qui permettent de construire, qui permettent d'apporter de nouvelles choses. Là où on a une vision France insoumise où on reste bloqué sur des positions qui ont été rejetées par 90% des Français en avril dernier et c'est pour ça aussi que c'est 99% des Français, non. 90%. Et c'est pour ça justement que moi je pense que on n'est pas dans une construction, qu'on n'avance pas, qu'on ne permet pas d'aller et de porter les Français ensemble vers quelque chose de nouveau. Et c'est possible en étant également dans l'opposition. On va voir un dernier extrait. Il nous reste une dizaine de minutes avant de finir cette émission. Vous évoquiez Philippe Croizon, formidable athlète, amputé des 4 membres, c'est-à-dire 2 jambes et 2 bras. Il a malgré tout traversé la Manche, entre autres. Il y avait le Paris-Dakar aussi. Vous l'avez rencontré. C'est une belle leçon de vie dans ce documentaire. On l'écoute. Qu'est-ce que vous pensez du fait que la France soit un des pays les plus pessimistes au monde? C'est triste. Le fait que, je sais pas, mais c'est juste incroyable, quoi. On est un des plus beaux pays du monde. On est un des pays où le tourisme est assez extraordinaire. On est un des pays les plus visités au monde. Et nous, le peuple français, on est pessimiste. On est triste, mais triste de quoi? Triste de quoi? Ok, ceux qui sont au chômage, je comprendrai. Ceux qui sont en situation de handicap, ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté, d'accord. Ok. Là, qu'ils soient pessimistes. Mais franchement, celui qui a un job, qui a une maison, juste, à tous ceux qui nous écoutent ce soir, ou qui nous écoutent quand vous rentrez à la maison tout à l'heure, arrêtez-vous 2 secondes. Avant de rentrer à la maison, arrêtez-vous 2 secondes. Et regardez ce que vous avez. Juste regardez ce que vous avez. Philippe Croizon. Ça vous a fait un bien fou de rencontrer Philippe Croizon? Qu'est-ce qui vous a appris en plus par rapport à ce qu'était votre sujet, la recherche de l'optimisme? C'est un personnage qui est extrêmement inspirant. Moi, j'ai vraiment cherché à savoir d'où venait son énergie, l'énergie de se surpasser. C'est ce dont les gens aussi ont besoin parfois, de comprendre que c'est une vraie discipline finalement, l'optimisme, et qu'on peut aussi s'appuyer sur les autres pour arriver à faire quelque chose. Donc lui, j'ai voulu surtout lui donner la parole sur ce sujet-là, de savoir où on puise les forces quand c'est difficile, parce que c'est ça, l'optimisme aussi peut guérir quand on est malade, si enfin, je veux pas dire qu'il va guérir médicalement, mais ça peut aider à guérir en tout cas. Est-ce que le message qui vous a fait passer, c'est pas aussi, dites donc, les Français, ils sont sérieusement bourgeoisés. S'ils regardent ce qu'ils ont, il faut qu'ils regardent ce qu'ils ont, les Français, parce que lui, il a voyagé, il a vu beaucoup de gens, il est en plus, il souffre d'un très haut handicap, très grand handicap. Il peut se permettre d'avoir ce regard aussi. Dans le film, on évoque le côté privilégié des Français. Ouais. D'ailleurs, Jacques Attali, au Printemps de l'optimisme, en parle aussi. Les Français sont justement tellement privilégiés qu'ils sont dans l'angoisse d'un déclin, d'un déclassement. D'un déclassement social. Voilà. Et vous voyez, il fait une toute petite erreur technique, Philippe, que j'adore. Ça a été le premier parrain du Printemps de l'optimisme. C'est qu'il dit, les gens qui ont un job, tout ça, c'est pas vrai.
Moi, mon expérience, mes rencontres avec les RMistes, enfin on dit maintenant les titulaires du RSA, avec les gens malades, les gens gravement atteints d'un cancer. Je disais tout à l'heure que l'optimisme c'est plus fait pour quand ça va pas que quand ça va bien. Ceux-là, ils n'ont pas d'état d'âme, ils se posent pas de questions, ils ont qu'une envie, c'est de s'en sortir. Et en réalité, plus vous en avez, je veux pas parler des gagnants du loto qui finissent dans la dépression assez souvent un an après leur gain, plus vous en avez, moins probablement vous êtes mobilisé comme ça parce que vous n'avez pas besoin de vous en sortir. Qu'est-ce que ça suscite comme réaction? Ce sont vraiment, moi je trouve, notamment dans les personnes qui sont dans les situations les plus difficiles, qui font preuve de plus d'optimisme et de plus de détermination. Moi j'ai vécu au Canada. Ouais. Je suis rentrée en France parce que je trouvais que finalement on avait peut-être trop d'optimisme au Canada, que les choses étaient trop faciles. Moi, j'avais envie de rentrer en France et de porter finalement cet esprit canadien aussi en France. J'avais envie, et je pense des témoignages comme celui-là sont importants à multiplier. J'avais envie de témoigner de mon parcours. J'avais envie d'entendre un maximum de personnes dire il y a des choses positives en France. On peut y arriver. Et ces 12 derniers mois le montrent. Voilà. On peut changer les choses. Dans le classement des pays les plus optimistes, ce sont souvent quand même des pays en voie de développement. Le Vietnam et quelques autres. Qui ont vécu des guerres, qui sont les plus optimistes. Et en fait, ça veut certainement dire aussi que quand on a tout perdu ou quand on est vraiment en difficulté, on ne peut qu'espérer le meilleur. Et c'est aussi l'exemple que je donne avec les deux témoignages des sans-papiers qui sont dans une situation difficile et donc qui sont optimistes, alors que nous, les Français, on est effectivement un peu des enfants gâtés là-dessus. On est très privilégiés, donc on est. Est-ce qu'on n'est pas un peu des enfants gâtés? Non, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est sûr qu'il y a une force de vitalité, on le voit chez cet homme. Il y a une force de solidarité qui est positive parce que ça montre qu'on peut, qu'il y a toujours cette entraide entre les gens, notamment dans les quartiers populaires. Mais par contre, moi je ne suis absolument pas d'accord avec le fait que la misère est plus facile au soleil, que quand on arrive dans des conditions matérielles vraiment très compliquées, finalement on serait plus optimiste. Bien sûr qu'il faut montrer les choses qui sont bien, bien sûr, mais il faut pas être dans un optimisme béat qui cache des pans entiers de la réalité. Est-ce qu'il faut pas quand même regarder, si on veut être optimiste, regarder ce qu'on a pour rejoindre ce témoignage, plutôt que ce qu'on n'a pas finalement. Non, mais quand je parle d'optimisme d'action, c'est-à-dire que l'optimisme béat, c'est il faut pas se plaindre à la rigueur. L'optimisme d'action, c'est de dire qu'on peut s'en sortir. Et quand il y a eu sous Hollande 1 million de pauvres en plus, qu'il y a eu une montée du chômage extrêmement forte, etc. C'est important. On va pas dire aux gens mais c'est pas grave, regardez déjà tout ce que vous avez, c'est formidable et puis contentez-vous. Et puis mais attendez, ne nous racontons pas d'histoire. Nous on n'est pas des optimistes béats. On ne rêve pas le monde plus beau qu'il n'est, ça ce sont les extrémistes de l'optimisme. On met en garde d'ailleurs contre ce qu'on dit simplement, c'est marcher sur deux jambes. Vous avez cet esprit critique français, vous êtes jamais content, vous râlez tout le temps, mais merde, regardez aussi de l'autre côté. Soyez pas comme le lapin pris dans les phares, obsédé uniquement par ce qui est moche, par ce qui est triste, par ce qui est effrayant. Regardez ce qui est beau, ce qui est positif et ce qui marche, voilà. C'est ça l'optimisme lucide, c'est marcher sur les deux jambes. Et ne pas confondre optimisme, défaitisme avec exigence. Je pense que c'est très important que les Français restent exigeants, qu'ils en veulent toujours plus, mais qu'ils sachent aussi apprécier ce qui est apporté, ce qui existe. C'est vraiment là qu'il y a une différence aussi. Et la réflexion sur la sphère privée qu'on avait tout à l'heure, il nous reste 3 minutes, c'est une forme de recroquevillement sur soi-même, d'aller chercher une forme de bonheur, d'optimisme dans une cellule là beaucoup plus restreinte. On la trouve pas dans le projet collectif. Alors on se tient chaud entre nous, entre familles, entre copains. C'est là qu'on cherche le vrai optimisme en France, dans les cellules amicales, familiales. Je sais pas vraiment si je peux dire ça, vous mais pas trouvé ça, vous, moi pour rebondir sur ce qu'on disait, ce que je trouve marquant, c'est cet enfant de CM1. Je sais pas s'il est influencé par l'école ou ses parents dans la sphère privée, vous me dites. Cet enfant de CM1 à qui on demande l'envie qu'il a, et son envie, c'est de ne pas être au chômage. Donc pour moi, ça veut tout dire sur l'état de l'éducation aujourd'hui et sur l'anxiété qu'ont les gens, mais depuis même l'enfance. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait retravailler pour redonner aussi au niveau même des plus petits
En fait, un peu confiance aux Français dès le début. Et alors, on va nettoyer devant notre porte, à nous journalistes. Dans ce documentaire, il est dit assez souvent qu'on aurait notre part de responsabilité à nous médias dans le fait que les Français soient optimistes ou en l'occurrence pessimistes. C'est vrai. Il suffit de regarder la télé tous les soirs, que ce soit des reportages ou les journaux télévisés, on est toujours sur des messages négatifs. Et vous savez ce qu'on dit dans la profession de journaliste, c'est-à-dire que les trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne, c'est vrai. Et on a tort de se dire ça, nous journalistes. C'est comme le job des journalistes de nous informer aussi. Oui, parce que vous entretenez du coup le cercle vicieux anxiogène. Alors ça commence à aller mieux. Parce que vous voyez, dans votre métier, on est formidable. À un moment donné, on se dit, on va peut-être un peu trop loin. Donc, on va davantage parler de ce qui marche, de ce qui fonctionne et du pessimisme. La preuve, regardez, on est là. Voilà, cette réflexion par rapport aux médias qui jouerait un rôle aujourd'hui important dans le pessimisme des Français. Il y a un rôle des médias, mais je voudrais juste rebondir sur quelque chose qui a été dit à l'instant sur justement la sphère individuelle. Je pense que c'est important de voir que c'est pour ça que nous, on porte une politique globale de savoir comment on peut vivre ensemble en termes de bonheur, de construction, de pouvoir voilà, dans la société qu'on a. Parce que quand vous avez des familles dans lesquelles quelqu'un est au chômage, dans lesquelles quelqu'un a perdu son emploi, etc., et ben en fait, ça crée aussi du stress. Et parce que l'état d'esprit, il est pas juste individuel, décidé par une personne. On vit dans un environnement et il faut le faire, quoi. Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Merci vraiment à tous les quatre d'être venus dans ce droit de suite où nous demandions ce soir quel était notre problème à nous Français avec l'optimisme grâce à votre documentaire Blanche Cabanel. En tout cas, c'est une belle bouffée d'oxygène ce film. Je vous le dis comme je le pense. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur hashtag DDS. C'est notre adresse sur Twitter. À mon avis, il y aura pas mal de réactions sur ce sujet de l'optimisme. Rendez-vous à tous et à toutes pour un prochain droit de suite avec bien sûr son documentaire et son débat. À bientôt.